Bonsoir et bienvenue dans l'émission de rentrée du Vrai Monde. Petite devinette, qui a rencontré une ribambelle de présidents de la République, mais a pourtant refusé d'avoir la Légion d'honneur? Qui a sa statue sur une côte brésilienne, comme Ava Gardner a la sienne sur une côte espagnole? Qui a fait bafouiller John Lennon pendant tout un repas? Qui a rencontré le pape alors qu'en 1958, à l'exposition universelle de Bruxelles, elle représentait le mal? Vous cherchez encore? Écoutez sa voix. De toute façon, maintenant, un film, c'est une entreprise de groupe. Je ne pense plus maintenant qu'on aille voir un acteur spécialement, ou si cet acteur est mauvais dans le film est mauvais de toute façon. Les acteurs doivent être mis en valeur dans un bon film, une bonne histoire, un bon metteur en scène. Pour ça, un acteur, ça veut rien dire, tout seul. Bonsoir François Bagnot. Bonsoir Pierre Glafier. Approchez-vous un petit peu plus près du micro. Comment allez-vous? Moi, je me plains pas. Je vieillis comme tout le monde. Quelle est la première fois que vous avez entendu cette voix, celle de Brigitte Bardot, pour la première fois, mais en face de vous, pas sur un écran de cinéma ou à la télévision? Ah, en face de moi? Oui, quelle est la première? Ah, je m'en souviens très bien. C'était en avril 1976. J'avais entendu dire que Brigitte Bardot allait manifester contre le massacre des bébés phoques rue Bayard à Paris, devant l'ambassade de Norvège. Et j'y suis allé. Et là, j'ai eu la chance qu'il y ait eu une bousculade dans cette manifestation. Et j'ai rattrapé Brigitte Bardot dans mes bras pour l'empêcher de tomber. Et là, j'ai pu lui parler quelques secondes, quelques minutes. Et je lui ai dit, comme je lui écrivais déjà, je lui ai dit, je vous écris souvent. Elle m'a dit, continue à m'écrire. Et donc, du coup, j'ai continué à lui écrire. Et elle m'a répondu. Et avec... c'est comme ça qu'a commencé une relation par courrier d'abord. Et en plus, après, on s'est rencontrés et on est devenus amis. Donc, vous la connaissez très bien. Vous avez publié plusieurs livres sur elle. J'ai collaboré, j'ai fait le calcul exprès pour vous. J'ai collaboré à ce jour à 27 livres sur Brigitte Bardot. Collaboration, supervision, coécriture parfois. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Brigitte Bardot. Elle a 90 ans. 90 ans, oui. Et votre livre, Inoubliable bébé, est sorti il y a quelques jours. Il est coécrit par Alain Vaudrasca. C'est Alain qui a écrit, parce que c'est un biographe que j'aime beaucoup. Et à chaque fois qu'il écrit sur Brigitte Bardot ou sur Serge Gainsbourg, il me demande de collaborer, de superviser. Nous avons donc fait un travail à deux. Et j'ai demandé à Brigitte si elle était d'accord pour légender la plupart des photos de ce livre. Et par amitié, elle a dit mais tout à fait. Et elle a pris, je crois, beaucoup de plaisir à légender des photos dont certaines, elle ne se souvenait pas du tout. Alors, je me souviens au tout début de La Vérité, le film de Clouzot. Quand elle rentre dans le prétoire, il y a un membre de la partie adverse, c'est-à-dire celui qui veut la condamner, qui dit « Ouh là là, cette femme, elle est difficile à enlaidir ». J'aime beaucoup cette phrase. Elle est difficile à enlaidir. Oui. Visiblement... C'était la partie adverse qui disait « On va Bien avoir sûr. du mal à... » Elle est trop belle. Mais je rajoute qu'elle est donc impossible à oublier, puisque votre livre s'appelle « Inoubliable bébé ». On voulait un titre comme ça. L'éditeur voulait, comme les photos étaient commentées par Brigitte Bardot, il voulait mettre plutôt bébé. Et puis on a cherché. Il y avait déjà eu d'autres titres avec bébé. Donc on a trouvé Inoubliable bébé. Parce que c'est vrai qu'à mon avis, je lui ai dit souvent, tu resteras longtemps dans la mémoire collective. Alors, un petit rappel, sa carrière cinéma a commencé en 1952 avec Le Trou normand de Jean Boyer. Avec Bourvil. Qu'elle considérait presque comme un trou artistique, ce film. C'est-à-dire que c'était le premier film, c'est la première fois qu'elle se confrontait avec une équipe de cinéma. Et ce qu'elle en a conclu, c'est qu'on passait son temps à attendre, on se faisait maquiller, le maquillage n'était pas toujours réussi. Comme vous, juste avant l'émission. Hein. Voilà, non, mais moi... moi, je peux attendre. Je ne suis pas du tout une vedette. Donc, elle n'a pas gardé un très bon souvenir de ce film. Et puis, elle ne se plaisait pas dans ce film. Mais avec le recul, c'est le premier film de Brigitte Bardot. Et le dernier, 1973, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colline Autre-Chemise. Ça fait 21 ans, on va dire, sous les feux de la rampe. C'est 2 fois la carrière des Beatles. Dans les 2 cas, c'est assez météorique. Okay. Alors, 20 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même carrière d'acteur. Alors, je vous propose de faire une émission. Alors, il y aura plusieurs parties. Il y a une comédienne qui va venir tout à l'heure, une comédienne chanteuse qui va donner son regard sur Brigitte Bardot. D'accord. Et Mathilde Bisson sera là, puisqu'elle a joué Brigitte Bardot sur scène. Je l'ai rencontrée.
Et il y aura une autre petite surprise. Mais je vous propose aussi que cette émission soit un peu impressionniste. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler forcément de tous ces films de manière chronologique. On va faire ça de manière un peu surréaliste à partir d'extraits qui la concernent. Écoutez ce premier extrait. Ce soir, j'ai 90 ans. Allez, vous fêtez ça. C'est Robert Hossein qui, dans le repos du guerrier, dit « J'ai 90 ans ». Je ne m'en rappelle pas de cette réplique. Et alors qu'il en a que 35, donc le film de Vadim. À quoi ressemble concrètement l'anniversaire de Bardot aujourd'hui, 28 ? Qu'est-ce qu'elle fait à votre avis ? Qu'est-ce qu'elle va faire chez elle ? Elle va rester, à mon avis, elle va être très sollicitée. Elle est très sollicitée déjà pour ses autres anniversaires, pour faire aller au restaurant. Mais je pense qu'elle va faire comme les autres anniversaires. Parce que moi, elle m'a dit, de toute façon, cet anniversaire, c'est un jour comme un autre. Elle aime de moins en moins célébrer ses anniversaires. Et tous les derniers anniversaires, dont le dernier auquel j'ai participé il y a quelques années, c'est à la Madrague, dans la petite salle à manger de la cuisine, et en petit comité avec son mari, évidemment, son secrétaire, Franck, et puis peut-être son gardien, 2-3 personnes peut-être autour d'elle à ce moment-là. Mais ça sera... Pour l'instant, c'est pas prévu que ça soit une grande fête ce soir-là. De vous à moi, lors du dernier anniversaire auquel vous avez assisté, quel est le cadeau que vous lui avez apporté ? Vous vous en souvenez ? Alors moi, je me souviens plus. Je sais que j'amène toujours du champagne, mais je n'ai pas fait ce jour-là. Je ne fais pas de cadeau précis ce jour-là parce qu'elle en reçoit tellement que mon cadeau il est noyé dans les centaines de cadeaux. Donc les cadeaux, ils sont toujours après. Alors, petite précision, en fin d'émission, nous écouterons via Mathilde Bisson les réponses que Brigitte Bardot a envoyées à 30 questions que vous lui avez transmises de ma part il y a quelques jours. Voilà. Alors, deuxième extrait qui va nous permettre de parler de son enfance. Moi aussi, ma mère m'avait mis en nourrice à la campagne. Elle t'aimait pas, ta mère ? Pas trop. La mienne non plus, tu vois. C'est un extrait de En cas de malheur. Et, vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu. La voix de Gabin. Jean Gabin et Bardot qui ont une histoire d'amour dans ce film. Donc on parle de la maman. Donc je voulais que vous nous parliez tout simplement de l'enfance de Bardot. L'enfance de Bardot, elle est née dans une famille qu'on dirait très bourgeoise, du 16e. Donc elle a eu une enfance rigoureuse, une éducation assez stricte, avec, je dirais, des parents sévères quand même. Mais elle n'a pas renié cette éducation parce qu'elle a eu une éducation de discipline, très, je dirais, bourgeoise, morale. Elle s'en est éloignée après. Elle a cherché à s'en éloigner, mais il en est resté quand même les bons côtés. Est-ce que c'est vrai que ses parents attendaient un garçon ? Ils espéraient, c'était surtout ça. Je pense que dans ce milieu-là, on veut d'abord un garçon. Et ils ont eu 2 filles. Mais ils les ont aimées, je pense, sans problème. Alors aujourd'hui, si on écoute, par exemple, pour simplifier, la nouvelle Bardot, on va dire Adèle Exarchopoulos, pour simplifier, c'est-à-dire un succès météorique, on se dit, oui, ce sont des acteurs ou des actrices qui voulaient absolument devenir actrices, etc. Ouais. Et chez Bardot, il y a eu quand même beaucoup d'accidents dans la carrière. Je crois que Bardot, elle a mené sa vie... Bardot, je dis Bardot, non, Brigitte Bardot, parce que Brigitte n'aime pas quand je l'appelle uniquement Bardot. Elle m'a déjà fait la remarque. Non, Brigitte Bardot, elle voulait être au départ, je pense, danseuse. Bon. Puis elle a rencontré Vadim. Et Vadim, lui, il était plutôt... il voulait être assistant. Il était assistant de réalisateur, il voulait être réalisateur. Et il voulait faire tourner sa femme. Donc, elle a fait du cinéma, vraiment, je pense, par hasard. Comme beaucoup de choses se sont présentées à elle, qu'elle a acceptées ou qu'elle a refusées. Mais elle a vécu sa vie, moi je dirais à l'instinct, comme ça venait. Pour en revenir à ses parents, il y a un petit détail quand même qui a attiré mon attention dans le livre. Oui. C'est que son papa filmait en Super 8. Donc il y a un rapport déjà à l'image. Ça montre bien, à l'époque, filmer sa famille, c'était
je pense, réservé à une certaine classe sociale. Et il avait une caméra. Les caméras, c'était même pas du Super 8, c'était des caméras en 8 mètres, je crois. Et il filmait, ce qui fait qu'on a Brigitte Bardot depuis toute petite, vraiment bébé, jusqu'à ce qu'elle tourne son premier film. S'il faut, ça a joué sur son désir de se montrer, le fait de voir une caméra dans le giron familial. Je sais pas, je me rends pas compte, on n'en a jamais parlé. Ça pour elle, c'était naturel d'être filmé par son papa. Et c'est vrai que ça donne des jolis films, parce qu'on reconnaît et on retrouve la moue de Brigitte Bardot quand elle est toute jeune. On la reconnaît beaucoup. Il y a des femmes dont on dit méchamment qu'elles sont des potiches, j'ai horreur cette expression, mais il y a aussi des femmes qui cassent des potiches. Oui. C'est le cas de Brigitte Bardot. Racontez-nous cette anecdote. C'est une anecdote qui est très très connue, qu'elle a racontée dans ses mémoires. En fait, un jour, avec sa sœur Mijanou, elle jouait dans le salon, et sur une des jolies tables des parents, il y avait une potiche chinoise ou anglaise, je ne me souviens plus. Et en jouant, elles l'ont cassée. Quand les parents se sont aperçus qu'elles l'ont cassée, non seulement elles se sont fait énormément disputer, mais les parents ont dit aux deux gamines, vous êtes chez nous, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes comme des étrangères, vous êtes chez vos parents, et comme des étrangers, vous nous vous voirez. Et à partir de là, Brigitte et Mijanou ont vouvoyé leurs parents. Quand Brigitte a été adulte, la maman... Brigitte Bardot. Non, mais je peux dire Brigitte, quand même. Je peux dire Brigitte ou Brigitte Bardot. Mais Bardot, c'est plus réservé aux cinéphiles et elle aime pas trop que les gens qui la connaissent bien l'appellent comme ça. Sa maman lui a dit, maintenant, le temps a passé, on pourrait se tutoyer. Et elle a refusé, c'est ça? Brigitte a essayé, elle n'a jamais pu tutoyer sa maman. Et ça, je trouve, c'est terrible. Quand je pense qu'au scout, on m'appelait abeille laborieuse. C'est charmant, abeille laborieuse. Alors, c'est toujours un extrait du Repos du guerrier que je trouve... Alors, j'ai un ami, quand je lui ai annoncé que je faisais cette émission, il m'a dit « Ah, le Repos du guerrier, c'est pas bon du tout ». Je trouve que c'est un très joli film, super bien éclairé, etc. Plein de jolis dialogues forts. Et là, évidemment, c'est son personnage qui se décrit comme abeille. Mais quels sont, comment vous l'approchez, vous, Brigitte Bardot? Comment je l'approche? Oui, c'était... Comment je l'approche? Comment je lui parle? Est-ce que vous la voyez, vous la tutoyez? Ah non, Brigitte, on s'est tutoyé tout de suite. Moi, je la voyais quand je l'ai rencontrée la première fois à 22 ans. Évidemment que je la voyais et j'aurais jamais osé. Mais après, la première fois où elle m'a invité chez elle, et c'est tu tout de suite. Et elle m'a dit, tu me dis tu. Et moi, je l'appelle comme beaucoup de gens dans son entourage. Je l'appelle Bri-Bri ou ma Bri ou des autres petits surnoms que je garde pour nous. Mais de la même façon qu'elle m'a trouvé un petit surnom aussi. Franfran? Ah non. Il est vraiment spécial, mais bon, je le garde. Mais j'ai l'impression quand même que Abeille laborieuse, qui est une réplique de fiction, oui, c'est pas si loin de la réalité. J'ai l'impression qu'elle est encore très méticuleuse. Brigitte, elle fait les choses toujours très bien, avec minutie, avec soin. Quand elle accepte quelque chose, par exemple, tout bêtement, quand elle accepte de répondre à une interview au téléphone ou par écrit, elle le fait bien parce qu'elle m'a toujours dit, dès l'instant que j'accepte quelque chose, autant le faire bien. Sinon, je refuse. Non, elle est très... je dirais pas qu'elle est maniaque, mais elle est méticuleuse. Oui, ça, j'aime bien pour ça. Allez, un autre extrait de sa carrière. Il faudrait que j'appartienne, comme une esclave, à un homme que je n'ai jamais vu. Vous croyez que je suis une fille à servir de jouet à un vieux satyre dégoûtant? Je ne suis pas ce genre de fille. Alors, mademoiselle, vous refusez? Non, j'accepte. Les femmes de Jean Aurel, comme la voix de Jean-Pierre Mariel. Alors j'ai choisi cet extrait pour qu'on insiste un peu, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, sur son côté imprévisible dans les plans de carrière. Je veux dire, qui après le mépris aujourd'hui, si on refaisait le mépris, il demanderait à faire une ravissante idiote. Il y a peu d'actrices qui feraient comme ça le grand écart. Et dans votre livre, je crois que c'est lorsque vous parlez de Viva Maria, oui, qu'on évoque chez Jeanne Moreau, sa partenaire, un art de la séduction impitoyable, presque stratégique. Et chez Bardot, on n'a pas du tout l'impression que c'est comme ça. Elle est beaucoup moins stratège et beaucoup plus spontanée. Moi, je trouve qu'elle a eu aucune stratégie ni plan de carrière. Elle a toujours choisi ses rôles comme ça à l'instinct. Elle a raté des grands films. Non, même pas. Non.
parce qu'elle affirme partout qu'elle n'a aucun regret, c'est comme ça, c'est la vie, ça s'est fait comme ça. Si elle a refusé des grands films, elle en a refusé, c'est parce que elle préférait partir en vacances avec son amoureux, ou qu'elle n'avait pas envie de tourner, elle venait de tourner un autre film, elle n'avait pas envie. Elle n'avait pas de plan de carrière, ni de stratégie, ni même encore maintenant. Elle vit au jour le jour, de plus en plus, mais à l'époque, je crois que c'était déjà comme ça. C'était la grande liberté de Brigitte, qui n'est pas toujours facile à assumer quand on est proche d'elle, parce qu'elle fait ce qu'elle veut au moment où elle a envie de le faire. Donc après, nous, on suit. Et je pense que les producteurs, les metteurs en scène, Mama Olga, là, son impresario, faisaient pareil. Dans le livre, on lit « Elle est entrée à son insu dans l'engrenage cinématographique ». Oui. J'ai retenu le mot « engrenage ». Oui, à mon avis, c'est un engrenage. Elle a mis un pied, ça ne lui a pas déplu, faut dire. Oui, parce qu'il y a des engrenages qui sont positifs. Voilà, ça ne lui a pas déplu. En plus, elle était mise en valeur, elle gagnait de l'argent, elle était célèbre. Bon, il y a tous les côtés positifs qu'après, elle a rejeté en arrêtant le cinéma. Elle le dit aussi dans le deuxième volume de ses mémoires. Après avoir arrêté le cinéma, elle s'est retrouvée dans une période où elle était plus sollicitée, plus personne l'appelait, le téléphone ne sonnait plus. Elle a eu là un vrai coup de déprime. Alors aujourd'hui, en 2024, les films sortent à peu près au même moment sur tous les pays de la planète, sur tous les écrans. Mais il y a 70 ans, c'était une autre paire de manches. Oui. Et on oublie toujours que « Et Dieu créa la femme » a été un gros échec en France en 1957 et que c'est lors de sa sortie américaine en 1958, un an plus tard, que le succès est revenu en boomerang. Et on pourrait dire que sur les billets, sur le dollar américain, il y a marqué « In God we trust », mais en 1958, c'était « In Bardot we believe ». Oui, tout à fait. Mais oui, et Dieu créa la femme. Vous savez que l'année 56, justement, avec tous ces retards, vous dites qu'il y a des retards de diffusion. Elle avait tourné des films en 54, notamment en Italie. Il se trouve, et je l'ai vérifié là, il n'y a pas longtemps, qu'en 56, il est sorti exactement 8 films, dont le dernier, en novembre, c'était « Et Dieu créa la femme ». Et ces films, les films de Brigitte Bardot avant Et Dieu créa la femme, marchaient. Elle avait des jolis petits rôles, ou des grands rôles, ou des rôles secondaires, mais elle n'était pas encore la star qu'elle est devenue. Et c'est vraiment le coup de boomerang de retour des États-Unis qui a déclenché le phénomène Bardot, le phénomène bébé. Et ça, c'est assez exceptionnel que ce soit les Américains qui nous ont renvoyé la bombe bébé. Alors l'anecdote qu'on lit dans votre livre, donc Inoubliable bébé, elle a fait un petit rôle face à Kirk Douglas, et Kirk Douglas voulait l'amener aux États-Unis, et visiblement c'est sa femme qui mourait de jalousie à l'idée que Bardot soit un peu trop près de son mari. C'est vrai ça ? Ça, effectivement, cette anecdote, je ne m'en souviens plus. Je sais que Kirk Douglas, effectivement, avait compris qu'il y avait une actrice peu commune, là, qui pouvait faire quelque chose aux USA. De toute façon, elle a été sollicitée très tôt pour les USA, et elle a toujours refusé d'y aller. Elle prétextait qu'elle ne voulait pas, parce que aux USA c'était des contrats de plusieurs années. Il ne s'agissait pas d'aller tourner juste un film comme ça. Il fallait s'engager sur plusieurs années, sur plusieurs films, et elle ne voulait pas quitter la France de toute façon. Et après, elle disait aussi que vu qu'ils avaient tué les Rosenberg, il était hors de question qu'elle aille dans un pays qui avait osé exécuter les Rosenberg. Alors, deuxième extrait du film Les Femmes. Finalement, vous allez épouser laquelle ? Mais aucune. Elles sont liées. J'ai aimé l'une à cause de l'autre et aurais aimé l'autre à cause de l'une. Choisir entre elles, ce serait un crime. Il vous en faudrait une troisième. Je l'ai. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas. Mais moi non plus, je ne t'aime pas. J'ai du goût pour toi. C'est délicieux. Ce que vous voulez, c'est que je vous aide. Les hommes sont comme ça maintenant. Si on les écoutait, il faudrait les aider. Je déteste me rendre utile. Oui, mais ça, c'est le personnage. Bien sûr. Ce qui m'intéresse dans ces extraits, c'est ce qu'ils disent en filigrane. Et justement, Brigitte Bardot, n'a jamais aimé être utilisée. La grande différence finalement entre Ava Gardner et Brigitte Bardot, c'est qu'Ava Gardner, elle était dépendante d'un studio pour plusieurs années. C'est ce que je disais, oui, dans les studios américains, on avait des contrats. Donc, Brigitte Bardot, on ne pouvait pas l'utiliser comme on vient de l'entendre dans l'extrait. Et d'ailleurs, même son impresario lui a proposé des rôles où elle savait que ça allait être vraiment un grand rôle.
Brigitte savait dire non. Mais Olga s'arrachait les cheveux, mais bon, Brigitte disait non. Vous avez regardé la série télé qui lui a été consacrée Alors la série télé, bon, on va dire ce qu'il en est. La série télé, moi, en tant qu'admirateur et proche de Brigitte, je l'ai regardée, bien sûr, je l'ai regardée intégralement, mais j'ai pas retrouvé la Brigitte que je connaissais. J'ai pas retrouvé les expressions, j'ai pas retrouvé la grâce, la légèreté et surtout la voix. Et c'est ce qui a été reproché, je pense, dans les critiques. C'est ce qui a été reproché à cette série. Et Brigitte, elle a regardé le premier épisode et après, elle a éteint sa télé. Parce qu'elle ne voulait pas, de toute façon, de son vivant, se voir à l'écran. Bon. J'ai quand même retrouvé un commentaire de Christopher Thompson, donc petit-fils de Gérard Houry, qui a dit, quoi qu'on pense de la série télé, il faut bien garder en tête, je le cite, que Brigitte Bardot a été la première influenceuse. Oui. Influenceuse de mode, tout à fait, d'art et d'une certaine manière de vivre sa sensualité. Cette série, moi, personnellement et publiquement, je ne la démolis pas parce qu'elle se regardait comme un roman photo. Voilà. Bon, je sais qu'elle a certainement du succès à l'étranger, elle a certainement du succès pour les gens qui connaissent pas Brigitte, comme les admirateurs de Brigitte, ou comme moi. Les admirateurs de Brigitte n'ont pas accroché. Mais le grand public, oui, il a certainement regardé une jolie série. Hein. Mais Brigitte, effectivement, elle a influencé, mais c'est toujours pareil. Il n'y avait pas de plan marketing, rien du tout. Elle a influencé parce qu'elle portait ce qu'elle voulait au moment où elle le voulait. Donc elle a créé des modes sans le vouloir. Elle n'a pas dit, tiens, je vais me mettre un bandeau, ça va créer une mode. Non, elle avait envie d'un bandeau. Moi, je l'ai vu dans les années 90 se prendre une robe gitane pour sortir, pour aller danser chez Coville, à Montfort-l'Amaury, en disant, tiens, je vais prendre une robe gitane. Il n'y avait pas de plan de dire, oh, ça va faire le buzz et tout. Non, c'est des mots qu'elle n'a jamais connus, ça. Non, elle a été influenceuse, effectivement, vous avez raison, le mot est juste, avant l'heure et contre son gré, comme ça. Et quand je disais tout à l'heure que le monde s'est adapté à Brigitte Bardot, dans votre livre, il y a 2 citations très intéressantes de Truffaut. Truffaut, au début, il dit « c'est de la quasi-pornographie ». Oui, pour le Dieu craint la femme. Voilà. Oui. Et quelques années après, il dit, à propos de Brigitte Bardot, à l'écran, c'est de la nudité sans notion de péché. Et moi, j'ai trouvé ça fou, cette façon qu'il a eu de penser en 56, et qu'après, il est revenu sur ses propos, quasiment. Mais oui, la nudité de Bardot, mais quand on voit... Vous voyez, quand je redeviens cinéphile, je redis Bardot. Mais bon, c'est comme ça. La nudité de Brigitte Bardot, à l'écran, elle n'a jamais été scandaleuse, moi, je trouve. À l'époque, peut-être, faudrait se remettre dans le contexte de l'époque, mais quand on regarde les films de Brigitte Bardot maintenant, mais c'est... Comme elle dit elle-même, c'est la Bibliothèque Rose. Alors, à propos de l'indépendance, du fait qu'elle faisait des choix vraiment comme son cœur le disait. J'ai retrouvé il y a quelques jours une citation de Susan Sarandon qui disait qu'en fait, pour une actrice, soit on utilisait sa carrière, soit c'est la carrière qui nous utilise. À partir d'un certain moment, on est prisonnier, parfois les gens très célèbres deviennent prisonniers de leur carrière. Oui. Et je voudrais que vous commentiez une photo qui est dans le livre, moi qui m'a presque fait pleurer. Elle est à la fois très jolie. Cette photo, donc page 58 pour les futurs lecteurs, où elle est à Londres, au Montreal Hotel. Cette photo, c'est moi qui l'ai fait mettre dans le livre. Il fallait, je vais vous expliquer, il fallait une double page. Et il fallait une photo qui puisse se mettre en double page, qu'on n'ait pas le visage de Brigitte au milieu de la page. J'avais trouvé celle-là parce que j'ai eu du mal à imposer à l'éditeur, parce que l'éditeur n'était pas trop... Il me dit, bon, il y a mieux comme photo, il y a des portraits. Mais j'ai dit, non, mais là, c'est le summum de la star. Elle arrive dans un aéroport pour aller tourner Babette s'en va en guerre. Elle s'assoit, elle est dans un hôtel. Bon, elle s'assoit sur une table et puis tous les photographes qui lui demandent de poser. Alors elle pose, elle joue la star. Ça, je pense que à la fois ça l'amusait, ça la faisait rigoler. Puis à la fois, à la fin, elle devait se dire, mais c'est une pression inimaginable. Voilà. Je sais qu'elle devait en avoir marre, mais quand elle faisait son métier entre guillemets. Elle savait qu'elle avait ce genre de choses à faire, comme quand elle était aux USA en 65. Elle savait qu'il fallait faire des conférences de presse, qu'il fallait se montrer, qu'il fallait jouer la star. Elle le faisait. Mais quand elle rentrait chez elle, je pense elle en avait marre. Moi, ça ne m'étonne pas que depuis 50 ans, sa mission soit de libérer les animaux de leur cage. Parce que là, si on oublie son sourire, si on oublie le miroir, si on oublie le décorum, elle est en cage.
Ah ben là, elle est complètement cernée. Elle est cernée, elle sait qu'elle ne pourra échapper aux photographes qu'en répondant à leurs demandes, c'est-à-dire asseyez-vous, posez, oui, contre le miroir. Moi, j'ai déjà assisté comme ça à 1 ou 2 séances comme ça dans les années 90. Les photographes, ils disent Brigitte à droite, à gauche, oui, sourire, lève la tête. Bon, elle fait. Elle a toujours su poser, mais à la fin, elle en avait marre. Et je pense que là, ça faisait partie de son métier. Voilà, c'était les inconvénients du métier. François Bagnaud, je vous présente Christine Grey. Donc, on ne se connaissait pas, mais on a fait connaissance avant l'émission. C'était très sympathique. On a parlé de Brigitte Bardot et de ses films. Christine Grey est comédienne et chanteuse, et je tenais absolument à avoir le regard d'une très jeune génération sur ce que dégage pour vous Brigitte Bardot. Alors, je vous ai orienté sur 3 films. Comment vous réagissez, Christine Grey, à l'impact de Brigitte Bardot, aujourd'hui en 2024? Alors moi, je me suis rafraîchi la mémoire avec ces 3 films que vous m'avez envoyés. Si je peux commencer par En cas de malheur, le film de 58 de Claude Autant-Lara. Elle joue vraiment un personnage extrêmement complexe et nuancé dans le rôle de Yvette Maudet, une femme qui est à la fois vulnérable et provocante. Et on voit qu'elle a une forte capacité à exprimer des émotions très contrastées, passant de l'insouciance à la détresse. Et elle démontre vraiment une maîtrise de l'art dramatique qui nous inspire en tant que comédien à explorer des personnages multifacettes. On voit vraiment une femme libre et authentique. Et elle a un charisme naturel extrêmement fort, en fait. Donc, par exemple, dans la scène dans l'appartement où elle joue toute seule, elle parvient à exprimer une profonde solitude. Elle montre un vrai sentiment de désespoir sans même exprimer un seul mot. Ses mouvements sont lents. Son regard vide exprime ce que les dialogues ne pourront pas exprimer, en fait. Et je pense que c'est ce jeu vraiment minimaliste qu'elle montre. Ça montre qu'elle a une présence physique et une expression non verbale très très forte. Sa capacité de montrer ses nuances subtiles et d'exprimer la complicité de ses émotions est incroyable, en fait. Donc j'ai aussi regardé La Vérité, comme vous savez, le film de 1960 de Henri-Georges Clouzot. Et dans La Vérité, elle a un impact très inspirant sur moi. Elle montre non seulement la puissance de la subtilité et la vulnérabilité à l'écran, mais elle montre aussi qu'elle transcède en fait les stéréotypes et qu'elle a la capacité en tant que femme à se réinventer dans chaque rôle. Elle m'a frappée vraiment avec sa capacité à exprimer une vulnérabilité très forte, tout en restant une femme forte dans son rôle. Elle est très authentique dans son émotion, que ce soit dans une émotion douloureuse ou joyeuse, et elle a vraiment une capacité à nous captiver en tant que public. C'est le rôle le plus difficile, je crois, de sa carrière. C'est le rôle où elle s'est le plus donnée. Elle est vraiment sortie assez meurtrie de ce rôle. On comprend pourquoi, parce que vraiment, là, par exemple, la scène de l'interrogatoire... C'est du tribunal, oui. Oui. C'est une scène extrêmement intense où, pourtant, elle n'a pas vraiment la capacité de bouger. Elle reste immobile, pratiquement. On parle actuellement de l'horrible crime de la soumission chimique d'une femme par son mari. Mais Clouzot, visiblement, a mis un somnifère alors que c'est terrible. Non, mais ça, c'est quand elle s'en est aperçue, quand on lui a dit après, elle était catastrophée, elle était choquée. Et effectivement, pour faire... C'est la scène, je crois, il lui a mis un somnifère quand elle devait jouer la scène où elle mourait, où elle s'était tailladé les veines. Et il utilisait ça, mais ça serait, à notre époque, ça ferait un scandale pas possible. Et Clouzot, de toute façon, était réputé pour apparemment maltraiter ses interprètes. Ils se sont giflés mutuellement. Mais c'est ce que raconte Brigitte dans ses mémoires. Ils se sont giflés mutuellement parce que lui, elle l'a giflé pour la faire pleurer dans une scène, et elle lui a retourné la baffe parce que on la giflait pas, ni dans la vie, ni sur un plateau. Vous n'avez d'ailleurs jamais essayé, François. Vous n'avez jamais essayé. J'aurais pas osé gifler Brigitte Bardot, mais gifler une amie déjà, non, c'est inconcevable. Je plaisantais. J'espère. Alors on redonne la parole à la jeunesse, Christine. Justement, en parlant de cette scène-là, c'est sa dernière scène du film.
peut-être grâce aux somnifères ou à cause des somnifères plutôt. On voit encore une lenteur, là, une expression corporelle qu'elle a. Vraiment, elle sait utiliser son langage corporel pour exprimer des émotions très très fortes. Moi, je trouve que on a souvent dit à tort qu'elle n'a pas été tout le temps une bonne comédienne. Moi, je trouve que dans ce film, elle l'a démontré, mais dans En cas de malheur également. Oui. Quand elle était bien dirigée, et elle aimait être bien dirigée, parce qu'elle savait que ça risquait de donner un grand film. Bon, il y a d'autres films où elle se laissait aller parce qu'elle voyait que le metteur en scène, elle a laissé faire un peu ce qu'elle voulait. Alors, est-ce qu'on laissait aussi Brigitte Bardot jouer Brigitte Bardot dans certains films? C'est ce que reprochait Alain Delon aussi à certains réalisateurs, c'est d'avoir tellement peur de lui qu'il n'osait plus ça. diriger. Voilà, oui, j'ai vu ça là récemment quand Alain Delon est mort. Il le disait lui-même, quand je suis dirigé par un bon vrai metteur en scène, j'obéis, je fais ce qu'il demande. Puis il y a d'autres metteurs en scène. Bon, pour Brigitte Bardot, c'était pareil. Il y a des metteurs en scène, je pense, qui étaient affolés un peu, qui étaient dépassés par le personnage qu'ils devaient diriger. Christine. Oui, pour ajouter à ça, c'est vraiment des personnes, Brigitte Bardot, absolument libres en fait. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait agir. Elle sait surtout ce qu'elle veut oui, pas. Elle sait ce qu'elle. Oui, elle sait ce qu'elle. Oui, c'est toujours plus facile de savoir ce qu'on veut pas. Elle sait toujours ce qu'elle veut pas. Après, la question du choix, c'est plus difficile des fois pour Brigitte. En tout cas, elle a une vérité émotionnelle dans ses performances. Alors, je vais finir par L'ours et la poupée, le film de Michel Deville de 1970. Sa comédie préférée. Voilà, et elle est absolument unique ici, et on voit qu'elle a pu inspirer beaucoup d'actrices parce qu'elle joue à la fois une femme forte, libre, indépendante, tout en restant plein de charme et de légèreté. Et elle joue une femme moderne, cultivée, en jouant le rôle de Félicia, avec un brin d'excentricité. C'est un film très drôle. Et elle déstabilise complètement les conventions sociales de son époque avec une audace séduisante. Je vais donner comme exemple la rencontre avec Gaspard, le musicien, dans la rue, joué par Jean-Pierre Cassel, et où elle est très directe et sans gêne, et qui fait contraste avec la réserve du musicien que joue Cassel. Et là, elle fait preuve d'une assurance incroyable et un mélange de nonchalance et de détermination. Et dans ce film, moi, je n'ai pas connu vraiment amicalement Brigitte à cette époque-là. Moi, je l'ai connue dans les années 80, fin des années 80. Mais quand je vois L'ours et la poupée, je reconnais bien Brigitte. Je me suis dit, c'est comme ça qu'elle devait être dans la vie. Voilà, encore une fois, là, on voit qu'elle va à l'encontre des normes sociales, à la Brigitte Bardot. Elle a une audace et une prise de pouvoir qui sont au cœur de son personnage. C'est encore une preuve qu'elle peut jouer des personnages très complexes avec une touche de légèreté et de défi. Elle explore la féminité à sa façon. Mais là, je trouve, encore dans les 3 films que vous avez cités, notamment dans L'ours et la poupée, qu'elle est capable d'interpréter, de composer un personnage, avec, bien sûr, le côté Brigitte Bardot, pimpant, joyeuse et tout. Mais moi, je trouve que dans beaucoup de films, c'est une très bonne comédienne, n'en déplaise à ses détracteurs. Dans votre livre, il y a une citation d'un journaliste de l'époque, dans les années 60, qui disait non seulement c'est la plus belle et la plus charmante, et il dit mais c'est aussi la plus intelligente. Ah mais je suis tout à fait d'accord avec lui, et je le dis, j'ai toujours trouvé Brigitte absolument pas idiote, ni ravissante idiote. Christine, pour finir. Pour finir, je suis absolument d'accord, belle, intelligente et absolument fascinante. Fascinante, oui. Merci beaucoup, Christine Merci Gray. Et on continue notre périple avant d'accueillir Mathilde Bisson, notre petite chronique un peu surréaliste avec un extrait de Paparazzi. Ça ne m'intéresse pas de faire des photos comme ça de Brigitte Bardot. Le soir, après le travail, nous sommes obligés de repartir avec la Vespa à la recherche de Brigitte Bardot. Le matin, encore fatigué, il faut se lever très vite. On doit rester à notre poste d'observation toute la journée, soleil ou tempête. Nous sommes obligés de manger un sandwich. Et juste au même moment, voilà le Bardot qui se lève. Quelle est pour vous la meilleure photo de Bardot? Costume de bain, le bikini. Ces photos sont très bonnes pour les hebdomadaires. Et je suis sûr que si on avait les photos de Brigitte Bardot avec les petits chiens, il tempo, il settimo giorno, l'europeo, il nous publierait tout de suite la photo. C'est un extrait d'un film sur le tournage du Mépris, c'est ça, un film de Jacques Rosier qui s'appelle Paparazzi.
Vous l'avez vu, ce petit film saisissant ? Je l'ai vu avec le deuxième documentaire, parce qu'il a fait 2 documentaires sur le tournage du film. Mais j'en ai pas un grand souvenir. J'ai dû le voir 1 fois ou 2. Non, je peux pas vraiment... Que voulez-vous que je vous dise sur Paparazzi ? Il montre la folie qu'il y a eu autour du tournage du Mépris, où Godard poursuivait les paparazzis, les photographes, autour de la Villa Malaparte, où il tournait, et il n'arrivait pas à tourner certaines scènes, parce qu'il y avait toujours des plans où on les voyait. Quel souvenir elle a de vie privée de Louis Malle, puisque là aussi c'est une mise en abîme sur la notoriété ? Elle n'a pas gardé Déjà à l'époque, elle n'avait pas voulu même se présenter à la première. Elle avait pas. C'était trop difficile pour elle de voir ce film qui avait été inspiré par sa propre vie de star. Donc, vie privée, je dois dire que c'est pas un film qu'elle commente souvent dans les interviews. Je suis pas sûr que c'est un film qu'elle a. Je peux pas parler pour elle, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir discuté avec elle de vie privée, alors que j'ai discuté de Diocra la femme, de Viva Maria, L'ours et la poupée et de plein d'autres films, d'En cas de malheur et tout. Mais vie privée, non, on n'en a jamais parlé. Dans Paparazzi, on la voit joyeuse, montant les marches avec Godard à côté, mais on sait très bien que le film n'était pas... Elle ne se sentait pas forcément comme un poisson dans l'eau dans ce film. Elle n'était pas à l'aise avec Godard, c'était ça, et elle n'était pas à l'aise parce que, comme moi elle m'a raconté, elle me disait, tu sais très bien que les films, on ne les tourne pas dans l'ordre où ils sont diffusés. Donc elle dit, par moments, je ne comprenais pas ce que je tournais. Mais par contre, elle a quand même dit, je vais être enfin dans la nouvelle vague. Elle avait quand même compris que ça risquait d'être... Mais actuellement, elle comprend toujours pas pourquoi ce film va rester l'un de ses plus grands films, avec Diocra la femme qui l'a lancé. Elle a du mal. Je sais que quand il passe à la télé, je suis pas sûr qu'elle le regarde. Sur la jaquette du DVD, il y a marqué c'est un film qui raconte des histoires compliquées de façon très simple. Je pense que elle pense l'inverse. Elle pense que le mépris, c'est des choses très simples mais qui sont racontées de manière très compliquée. Je pense, oui. Mais même moi, je le pense. Parce que moi, en tant que cinéphile, j'ai eu du mal. Les premières fois que j'ai vu le film, je l'ai regardé pour Brigitte Bardot, mais j'ai dû m'accrocher pour comprendre tout le film, avec les couleurs primaires, tout ça, tout ce qu'on m'expliquait en tant que cinéphile. J'ai eu un peu de mal. C'est pas... je reconnais qu'elle est belle, elle est magnifique, elle est superstar, mais c'est pas mon film préféré de Brigitte Bardot. On a entendu un petit soupir discret il y a 4 minutes. Petit soupir. Oui, j'ose pas... J'ose pas parler, mais il faut. Enchantée de vous retrouver, Mathilde Bissy. Oui, enchantée. Je suis tellement heureuse de parler de Brigitte. C'est fascinant. C'est les études Bardot. C'est un peu, on pourrait faire des études sur Brigitte. On s'en lasse pas, quoi. Alors, d'où vous est venue cette passion pour Bardot ? Ne me parlez pas juste d'une synchronicité de couleur de cheveux. Je n'y croirais pas. Écoutez, non, quand je suis sortie du conservatoire, je connaissais pas très bien Brigitte Bardot en tant qu'actrice. Je connaissais la légende et tout ça. Et on disait que j'avais le phrasé, on parlait souvent du phrasé, la voix de Brigitte. Et j'ai eu un choc, effectivement, quand j'ai vu ces films. Et voilà, ça s'est passé là. Et même certaines personnes m'appelaient la Bardot des pauvres. Ça, c'est un peu méchant. J'avais 20 ans et voilà, pour le scoop. Mais c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil du tout. Pauvres. Mais bon. Redonnons le nom de la pièce de théâtre que vous avez jouée. Moi non plus, de Bertrand Soulier, et mis en scène par Philippe Lelouch. Et qui se concentrait sur l'histoire d'amour entre Gainsbourg et Bardot. Et c'était joué par Jérémy Lippmann qui jouait Gainsbourg. Et voilà. Et moi, on m'a proposé le rôle au moment où j'ai rencontré Brigitte. Je suis allée chez elle. C'était très fort. Et 1 semaine plus tard, on m'appelle pour me proposer ce rôle. Donc j'ai trouvé vraiment la vie incroyable. Mais j'ai quand même appelé Brigitte pour lui demander son accord. Ça, c'est bien. Parce que je ne l'aurais pas fait si ça l'avait embêté ou gêné. Je préfère notre amitié, notre lien. Mais elle a dit oui. Elle a dit oui, parce que quand on lui demande gentiment une autorisation, elle dit oui. Elle n'aime pas quand on fait ça, que ce soit un livre ou un film, une série, une pièce, sans lui en parler. Bien pas sûr. Forcément lui demander son autorisation, mais lui dire voilà, madame, on va faire quelque chose, ce livre. C'est la moindre des politesses et elle est très sensible à ça. Bien sûr, mais c'est la moindre des politesses, oui. J'arrive pas à joindre Serge. J'y arrive plus. On a tourné le petit film de Bonnie and Clyde et puis c'est envolé.
Gunther dit que c'est lui qui a fait parvenir le disque à la radio, mais moi je crois pas. Puis quand bien même. Ici. Au lieu de la plus belle des chansons d'amour, il m'avait offert la plus grande des chansons d'adieu. Oui, madame, bonjour. J'aimerais envoyer un télégramme à monsieur Serge Gainsbourg, 28 rue de l'Hôtel de Ville, Paris. Serge, d'Allemagne, les nouvelles sont mauvaises, point. La diffusion du duo a fait scandale, point. Tout ceci me cause beaucoup de tort, point. Je te demande, non, n'écrivez pas ceci. Je t'en prie, fais disparaître cette chanson, point. Enterrons-la à tout jamais, point. Je pars quelque temps, point. Loin, point. Ensuite, Almeria, point. J'espère que tu viendras. Je te téléphone dès que possible, point. Brigitte, point. Mathilde Bisson, vous avez grandi dans un univers de comédiens, dans la famille. Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui vous ont obligé à porter un vase rempli d'eau sur la tête Non. Pour garantir votre maintien? Non, mais j'avoue que c'est ce qui me fascine chez Brigitte, c'est la contradiction incarnée entre une espèce de rigidité qui vient de son éducation et de la danse classique, et en même temps une force, une soif de liberté, quelque chose de très très animal quand même, et elle a les deux. C'est toujours une insolence polie. C'est allez bien vous faire foutre, mais vous êtes bien voilà, sur Fréquence Protestante. Pardon, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'elle elle a une insolence polie. Enfin, je sais pas. Il y a qu'elle pour voilà. Elle est insolente et je trouve que ça passe bien. Et ça passe. Voilà, ça passe. C'est pas vulgaire. Non, jamais vulgaire, jamais. Je sais que quelque chose va vous toucher, Mathilde Bisson, et on va l'écouter. Contente? On est bien. On se croirait à la campagne. Je crois que tu n'aimais pas la campagne. À Paris, je l'aime bien. Et toi, t'es heureux? Tu veux pas qu'on le dise? Quoi, qu'on est heureux? Je te le dis. Non. À tout le monde. Très fort. À cette heure-là? Oui, oui. N'importe quand. En criant. Qu'on aurait l'air voyons. On aurait l'air d'être heureux. Tant pis, moi j'y vais. On est heureux! Toi aussi avec moi. 1, 2, 3. On est heureux! Quand je vous ai contacté par mail, Mathilde Bisson, vous m'avez cité cet extrait qui vous bouleverse à chaque fois. Ah ouais. Déjà le duo, les deux monstres, ils sont tellement différents et en même temps il y a une alchimie. C'est un couple très émouvant, Gabin-Bardot. Et sa façon de dire on est heureux, enfin, je sais pas, elle m'émeut énormément. Cette scène m'émeut. Je trouve ça magnifique. C'est un film qui allait très loin, parce qu'il y a quand même une partie sexuelle à 3. Ah oui, qu'est-ce que c'est drôle. Avec Jean Gabin, qu'on ne voit pas, mais qui est clair. Oui. Nicole Berger, je crois. Hein, ils s'échangent les vêtements, je crois qu'ils se... Ouais. Est-ce que c'est dur de jouer une comédienne sur scène? De jouer Brigitte Bardot? Non, parce que déjà, Brigitte Bardot est une grande comédienne, mais pour moi, elle ne jouait pas, elle était. Elle l'est comme ça. C'est-à-dire, quand on la rencontre, il n'y a pas de chichi. Enfin, je sais pas, donc elle est tellement vraie. Non, moi, j'ai voulu... en fait, c'était presque mystique, parce que j'avais l'impression d'être habitée par Brigitte. Et d'ailleurs, j'ai mis 1 an à m'en remettre après cette pièce. J'ai mis 1 an, vraiment. Ça a été très dur émotionnellement à la quitter. Enfin, c'était très bizarre, quoi. Et même pendant les interviews, quand je faisais la promo du spectacle, j'étais... Même là, maintenant, je dis, mais c'est insupportable. Je parlais comme elle. Dans la gestuelle ou tout ça. Et bon, pour mon mari de l'époque, c'était très compliqué. Voilà, mais non, ça va, je suis redevenue Mathilde. Et vous avez un autre mari. Et j'ai le même mari qui est resté, qui est fidèle, que Brigitte adore. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'était... j'avais pas l'impression de jouer dans la... Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà.
Mais Bardot elle-même, on pourrait dire, en étant un peu cavalier, qu'elle a joué elle-même une autre actrice dans Le Mépris. Parce que je crois qu'à la fin, puisque Le Mépris, c'est l'histoire d'amour de Godard et d'Anna Karina, qu'elle est brune comme Anna Karina en film, et je crois qu'à un moment, elle dit à Godard, pourquoi vous ne la faites pas venir elle-même sur le tournage ? Parce que Godard lui demandait à un moment donné de marcher comme Anna Karina. Oui. Et elle s'est énervée, elle a dit, allez chercher Anna Karina. Hein. Oui. Il y avait la démarche de Bardot, lui dit marcher comme Anna Karina. C'était drôle quand même. Et connaissant Brigitte, elle a dû l'envoyer balader, à mon avis. Alors, nous avons un petit cadeau pour vous, François Bagnaud, mais surtout pour Brigitte Bardot. C'est une analyse des yeux de Brigitte Bardot. Depuis 3 ans, dans cette émission, je demande à une analyste du métalangage, Anne Rioux, d'analyser le regard de l'invité. Et elle l'a fait pour des comédiens, pour des acteurs, pour des réalisateurs, etc. Et donc là, elle l'a fait pour Brigitte Bardot à partir de photos, en essayant de se dégager de la mythologie, juste par rapport aux photos. Et... Vous lui avez dit que c'était Brigitte Bardot ? Oui. Ah, d'accord. Oui. Ce qui est intéressant, c'est... elle l'aurait reconnu. Oui, je pense que... Alors, on y va, Mathilde. Oh là là, un sacré regard qui interpelle sur le champ, avec un je ne sais quoi de carrément fascinant. Fascinant parce que de très beaux yeux, évidemment, mais surtout parce que, comme le bolide de luxe nous aveugle avec sa vitesse et ses pleins phares, nous sommes ici, pareillement, éblouis. Ses yeux arrivent sur nous à belle allure avec une lumière cosmique vertigineuse. Ce sont des yeux magnétiques. Vous vous en approchez, hop, ils vous attrapent dans leur champ d'énergie. Oh, j'ai attrapé le courant. Leur couleur chargée électriquement est sauvage. L'humeur aqueuse du globe oculaire est frémissante comme la couleur liquide des étangs agrestes, dans lesquels s'agitent de faibles mouvements et oscillations de vie organique. Les iris de ses yeux flamboient de la présence de ces mêmes vies, végétales et animales, dans des couleurs or, vert, bronze, avec une pupille minérale plantée au milieu comme un silex aiguisé. C'est un regard qui se pose et impose, enveloppe et tranche. Naturel, leur lumière complexe est directe, franche, avec un cercle chromatique captivant. Des couleurs chaudes nous rassurent, des couleurs froides nous tiennent aux aguets. L'intelligence pétille dans les orbites. On y sent dans ce regard la fulgurance de l'intuition. Ses yeux voient, regardent, comprennent, puis choisissent ou ne choisissent pas. L'esthétique harmonieuse des fards, cols, crayons, traits droits, courbes savantes sont comme les masques de la Sérénissime. Ils nous enchantent, nous séduisent, nous ensorcellent sûrement. Mais à Venise, le regard se cache pour être libre un soir. Ici, avec Brigitte Bardot, non, rien à cacher. Le masque met en valeur le nu et le cru du regard. C'est un regard qui s'habille juste pour sortir avec élégance. C'est une politesse sociale. La beauté est leur polygone de sustentation. Les chamarrés sombres, les noirs savants du maquillage accentuent le flash naturel des pupilles. Ses yeux vifs, pertinents et impertinents, sagaces et hardis, regardent avec aménité mais ne se donnent pas en pâture. Le très intime est cadenassé par des barreaux de liner, crayons et fards sombres. Ce ne sont pas des remparts de défense car ce regard n'a pas franchement peur. Il sort seul dans la rue, de jour comme de nuit, et dit ce qu'il a à dire au roi ou à Dupont. De ce regard, on peut recevoir un temps de délicatesse avenante et bien élevé, mais pareillement aussi un temps de virulence pondérée mais sans appel. Ses yeux ne sont pas pour un certain opticien célèbre qui offre 2 paires pour le prix d'une, non. Ses yeux sont directement adaptés au plein vent, au plein soleil, à la pleine lune. C'est un regard qui est une figure de style, un oxymore. Il est très féminin, voire félin, à fleur de peau, mais masculin, voire fauve, à fleur de déception. Il n'est pas hautain, mais altier, comme dans la noblesse impériale où l'on agissait en fonction de ses mérites. Ses yeux enflamment l'espace et dégagent l'horizon de ce qui leur paraît superflu, inintéressant, laid, mesquin, pour aller directement vers ce qui leur paraît beau et harmonieux. Ils sont déterminés, affranchis de culpabilité, de faux semblants et de fausse modestie. Ils pensent comme ils respirent. En conclusion, les yeux de Brigitte Bardot, c'est un très beau regard profane qui ne sanctuarise pas la rencontre, mais la taquine, l'enrobe de bienveillance, de légèreté, de rire, d'humour. Mais cette rencontre est broyée si elle est inutile ou laide. Ce n'est pas un regard bourgeois, de convenance et bien-pensance, c'est un regard noble, fier, loyal, avec un sens de l'honneur et une parole claire.
À la façon d'Antigone, ce regard altier, c'est ses droits et ses devoirs. Ce regard est un regard de reine. Voilà, vous lui transmettez. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il va falloir lui transmettre. Elle va être stupéfaite parce que même moi, je ne pensais pas qu'on pouvait voir autant de choses dans un regard. Oui, c'est beau. Et faire une si belle analyse. Ouais. Oui, ça, il faut lui transmettre. Parce que tu as de beaux yeux, tu sais, ça a déjà été fait. Donc tu as des yeux analysés, ça n'a pas encore été fait. Bon, vous lui transmettrez pour son anniversaire. Oui. Merci beaucoup Mathilde. Vous restez avec nous parce que tout à l'heure, vous répondrez à la place de Bardot aux questions. La sous Bardot. Non, je rigole. Allez, on repart avec nos extraits qui vont égrener la personnalité de Brigitte Bardot. Mets le nom du gars, le numéro de sa voiture, son assurance et le constat amiable. Je tiens au constat amiable. Quel dommage qu'on ne puisse divorcer qu'une fois. Tu es tout à fait le genre de type dont j'aimerais divorcer 3 ou 4 fois. Alors, c'est un extrait de L'ours et la poupée, dont Christine Gray nous a parlé tout à l'heure. Son personnage dit qu'elle aimerait divorcer 3 ou 4 fois de ce même homme, joué par Daniel Secaldi. Elle a divorcé combien de fois dans la vraie vie ? Eh bien, Vadim, son premier mari, là, il me fait réviser. Vadim, Charrier, Gunther Sachs, et c'est tout. Il n'y en a pas un, je pensais que c'était 4. Non, 3, oui, c'est ça. Je ne me trompe pas, Vadim, Charrier, Gunther Sachs. Et Dormal, son dernier mari, dont a priori elle ne divorcera pas. Non. Alors, il y a dans le livre tout un chapitre sur la musique, son rapport à la musique, son rapport aux hommes. J'ai noté cette phrase de Gainsbourg qui dit « Je pense que je l'ai plus émue qu'elle ne m'a aimé ». Moi, j'étais pas là, comme me dirait Brigitte, ne parle pas de choses que tu n'as pas vécues. Mais moi, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup parlé de sa relation avec Serge Gainsbourg. Et moi, elle m'avait dit, ça a été un coup de foudre. Cet homme, elle était émue, elle, par cet homme, parce qu'elle trouvait qu'il était prévenant, qui lui faisait des poèmes. Il l'a ému. Il l'a ému, oui. Mais Brigitte, quand elle dit qu'elle aime quelqu'un, elle l'aime. Après, elle pense toujours que ça va être l'homme de sa vie. Avec Gainsbourg, elle avait compris que c'était une passion. Quand on avait sorti justement avec Alain Vodravska un livre sur Bardot-Gainsbourg, on voulait un sous-titre. Et moi, j'avais appelé Brigitte, j'ai dit comment on peut appeler ta passion, ton histoire d'amour avec Gainsbourg. Alors, on avait titré Bardot-Gainsbourg, puis on attendait la suite, on trouvait rien. Tout de suite, elle m'a dit passion fulgurante. Alors, j'ai dit, ça veut dire quoi ? Elle a dit, ça veut dire que je sentais que ça ne serait qu'une passion. Et c'est pour ça qu'après, elle est revenue vers son mari et qu'elle a quitté Gainsbourg parce qu'elle pensait que ça ne pouvait pas résister au quotidien. Pour elle, c'était sublimé. Elle a sublimé cet amour. Et je dois dire, quand elle en parle encore, elle en parle avec beaucoup d'émotion. Mais c'était une passion. Et moi, je crois, parce que tous les hommes qu'elle dit avoir aimés, elle les a aimés. Elle croyait à l'amour au moment où elle les rencontrait. On va écouter un de ses partenaires, celui de L'ours et la poupée. Quand vous présente Brigitte Bardot, quand on vous dit vous avez tourné avec Brigitte Bardot, les gens créent un climat autour de ça et ils vous conditionnent un petit peu. On a l'impression qu'on va rencontrer, je sais pas, l'obélisque de la Concorde ou l'Arc de Triomphe ou autre chose. Enfin, on se trouve en présence devant une jeune femme qui est très belle, plutôt plus belle que la moyenne des gens quand même, et qui a beaucoup de problèmes vis-à-vis de ce métier, vis-à-vis d'elle, enfin, qui n'est pas toujours très bien dans sa peau. Et alors je crois que l'important c'est de lui faciliter la tâche et en même temps la faciliter à soi. Merci Alina pour l'utilisation de ces extraits. Là, c'est Jean-Pierre Cassel sur le tournage de L'ours et la poupée. Oui. Moi, ce que je trouve touchant dans L'ours et la poupée, je trouve qu'il y a une des meilleures comédies françaises de tous les temps, c'est que là, elle n'est pas dans des décors extravagants, elle n'est pas dans des accoutrements extravagants, elle est amoureuse dans un scénario qui a été écrit par Deville et Companès. Et il y a quelque chose de très artisanal dans ce film, au niveau des relations humaines, on y croit. Oui, c'est un film d'ailleurs qu'elle a adoré tourner, parce qu'il y avait c'était très joyeux dans l'équipe, elle était très bien entourée. Elle s'est beaucoup amusée à tourner ce film et elle aimait tourner des comédies comme ça. Elle aimait qu'on l'emploie un peu dans des comédies.
Et je sais qu'elle a un bon souvenir de ce film. Et moi, je trouve que dans ce film, elle est à la fois une grande comédienne, une belle comédienne, qu'elle est quand même star, parce qu'il y a quand même des tenues en cuissarde et tout. Elle est quand même... Et c'est vrai qu'il a raison quand il dit les partenaires, quand il devait jouer avec Brigitte Bardot, je pense qu'il devait se dire oh là là, on joue avec Brigitte Bardot, ça va pas être ça, complètement à tort, parce que quand ils arrivaient après sur le tournage, ils s'apercevaient que c'était une femme, une fille tout à fait naturelle. Mais dans la vraie vie, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai vu quand j'étais près d'elle dans les années 90, des électriciens, des plombiers pas arriver à faire leur réparation parce qu'ils étaient chez Brigitte Bardot et qu'ils étaient intimidés. Elle intimide encore maintenant beaucoup les gens. Alors que quand, Mathilde peut le dire, quand on est en face d'elle, elle vous met à l'aise tout de suite. Et d'ailleurs, les journalistes qui l'ont rencontrée, moi j'ai vu plein d'interviews dans Match, dans Gala et tout, mais ils étaient aussi impressionnés. Et quand ils étaient avec elle, elle sait les mettre à l'aise, elle sait mettre à l'aise les gens tout de suite parce qu'elle sait qu'elle impressionne. Elle en est consciente de ça. Si on scanne les amoureux qu'elle a sur grand écran, je suis quand même frappé par 2 différences d'âge, c'est-à-dire Gabin et Ventura dans Boulevard du Rhum. Parce que c'était. Je pense que c'est une recherche du père. Oh non, parce que de toute façon, c'est pas elle qui a choisi ses partenaires. Oui, non, je sais, mais c'est quand même de la part des producteurs, je trouve que c'est assez... Et ce qui est beau dans L'ours et la poupée, justement, c'est qu'ils ont le même âge que celle et elle. Mais dans Quel malheur, il fallait que l'avocat, quand même, soit beaucoup plus âgé. Sinon, l'histoire n'était pas crédible. Bon, Ventura, c'était un marin, quand même. C'est un baroudeur, donc il ne pouvait pas non plus peut-être avoir son âge. Mais les couples fonctionnaient bien. Hein. Alors, 69 était une année érotique. Oui, et ça a aussi été une année civique, puisque c'est l'année où elle est devenue Marianne. Pour les mairies. Oui, ça a été présenté après, en 70, mais effectivement, le buste date de cette année-là. Et pour embrayer rapidement sur son amour et sa défense des animaux, écoutez ce petit extrait. À table. Non, j'ai pas faim. Il faut manger. Qu'est-ce que c'est? Oh non, pas de viande. Et là. Et puis maintenant, pas d'histoire. Hein. On mange, on obéit, on est sage et on fait attention. Allez. Alors, c'est donc en cas de malheur. Alors, dans la fiction, elle accepte de manière dédaigneuse de manger de la viande, mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Elle est végétarienne, sa fondation pour les animaux est aujourd'hui mondialement connue, et sans trahir un secret, il y a quelques jours, vous m'avez dit que ce qui l'obsédait actuellement, c'était pas ses 90 ans, c'était le sort de Paul Watson. En ce moment, Paul Watson, parce que Paul Watson, c'est l'ami qu'elle a rencontré, son ami de combat qu'elle a rencontré sur la banquise en mars 77. Il était à l'époque, il était venu pour Greenpeace, et juste après leur rencontre, il a créé Sea Shepherd, qui est une association qui milite pour la sauvegarde des animaux marins, notamment des baleines. Et là, il a eu un mandat d'arrêt par Interpol pour avoir un petit peu abîmé un bateau-usine japonais. Et là, pour l'instant, il est en prison au Groenland en attente d'une éventuelle extradition vers le Japon. Et Brigitte remue ciel et terre, fait des pétitions, des interviews dans tous les sens pour essayer de sauver son ami. Et on saura dans quelques jours si finalement il est extradé ou pas, ce qui serait un drame parce qu'au Japon, les peines de prison ne sont pas les mêmes que les nôtres. Le cinéma est un rêve. On va écouter Bardot. Tu sais, quelquefois en rêve, on voudrait se réveiller. On ne peut pas. Alors dans le rêve, on se remet dans son lit pour se réveiller vraiment. Je voudrais être dans mon lit et fermer les yeux. C'est dans Le repos du guerrier, je crois, cet extrait. Est-ce que vous avez conscience, François Bagnaud, en étant donc son confident et son biographe, d'être aussi sa mémoire vive, parfois, c'est-à-dire d'enregistrer la vie de quelqu'un? J'enregistre, mais oui, comme j'ai des petits soucis de mémoire, j'enregistre moins. Mais c'est vrai que je me suis donné, non pas une mission, ce serait complètement idiot, mais j'aime rendre hommage à Brigitte, que j'admire depuis que j'ai 13 ans. J'en ai 70 et je suis devenu, avec les années, son ami. Donc c'est vrai que j'aime lui rendre hommage. En tout cas, elle m'a confié une des tâches quand on pouvait le faire, de superviser, de collaborer à tous les livres qui étaient sur elle, quand on me le demandait. Alors, l'émission s'achève dans quelques minutes. On va écouter maintenant
30 réponses de Brigitte Bardot, grâce à vous, François Bagnot. 30 questions que je lui ai posées de manière spontanée, en essayant de ne pas parler de la carrière, mais plutôt de la femme, oui. Et vous avez dû voir, à la fin du questionnaire, qu'elle a trouvé vos questions vraiment très belles. Et elle vous a mis d'ailleurs un petit mot, ce qui est rare. Vous êtes jaloux ? Pas du tout. Moi, j'ai aucune jalousie. Alors, merci. Brigitte Bardot n'appartient à personne. Voilà, à personne. Alors, je plaisantais, bien sûr. Alors, Mathilde Bisson, vous acceptez le jeu de répondre aux questions ? Bien sûr. Ok. Et vous pouvez prendre la voix que vous voulez. Alors, quelle voix je vais prendre ? Allez, Annie Girardot. Alors, Brigitte Bardot, y a-t-il un compliment que vous avez regretté de ne pas avoir fait à quelqu'un par timidité ou par orgueil ? J'ai toujours dit ce que je pensais à ceux qui le méritaient, surtout si ça me touche. Brigitte Bardot, y a-t-il un rêve que vous avez fait, adolescente ou adulte, et dont vous vous souvenez encore tant d'années après ? Les vieux rêves passent, les cauchemars restent. Quelle est votre définition de la beauté ? L'harmonie, la grâce et l'élégance. Quels sont les 3 objets les plus importants pour vous et dont vous ne vous séparerez jamais ? Ma culotte, mon soutien-gorge et mon paquet de cigarettes. Elle fume encore ? François ? Oui, c'est un drame, moi je trouve. Elle fume cigarette sur cigarette. Y a-t-il un objet qui était dans votre chambre d'enfant ou d'adolescente et qui est encore chez vous aujourd'hui ? Oui, un portrait de ma petite Vierge qu'on m'a offert le jour de ma communion solennelle. Petit aparté, et Dieu créa la femme, mais la femme a réinventé la Vierge. C'est fou comme Bardot et Delon parlent de religion. Delon, oui, je l'ai découvert au moment de son décès. Mais Brigitte, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle a une vénération pour la Vierge Marie, puisqu'elle a fait construire une chapelle, Notre-Dame de la Garrigue, dans sa propriété de la Garrigue, à Saint-Tropez. Brigitte Bardot, qui ou quoi étiez-vous dans une vie antérieure ? Rien. Moi, je ne m'attendais pas à cette réponse. Y a-t-il dans le monde un lieu inattendu, même inconnu, voire perdu, où vous vous êtes dit au bout de quelques secondes « je me sens chez moi ». Non, je m'apprivoise difficilement à tout changement de décor. Qu'y a-t-il actuellement sur votre table de nuit ? Un sacré bordel. Un téléphone, une radio, plein de livres, une photo de ma chienne Nana, un miroir, 2 photos de mes chiens disparus, un réveil, un ours en peluche, mes médicaments, une lime à ongles, un stylo et 2 ratons laveurs pour finir comme Prévert. En quoi Michel Rocard était-il un homme politique différent des autres ? Parce qu'il répondait à mes courriers. Y a-t-il une chanson ou une musique que vous aimez fredonner ? Non, je ne fredonne pas, mais j'aimerais entendre fredonner plutôt que rouspéter. Rudyard Kipling a écrit en 1910 un poème « Tu seras un homme, mon fils », où il passait en revue les éléments importants pour être un homme. Si vous deviez faire la même chose pour une femme, quels éléments, conseils, expériences lui donneriez-vous ? Je serais bien incapable de conseiller. Chacun doit faire son expérience par lui-même. Êtes-vous déjà allé vous confesser dans un confessionnal ? Oui, il y a longtemps. Quels sont les 2 traits principaux de la personnalité de votre mère que vous avez toujours aujourd'hui et de votre père ? Maman m'a légué son acuité à voir les choses, sa détermination, son goût pour la beauté, l'harmonie, sa rapidité d'esprit, son sens de la répartie, la profondeur de ses sentiments. Papa m'a transmis son sens de l'humour, son talent d'écriture, son élégance, son pouvoir de séduction et son côté rigolo. Si vous aviez une carte bleue illimitée, quel tableau de maître aimeriez-vous acheter pour mettre dans votre chambre ? La naissance de Vénus de Botticelli. Avec le recul, pensez-vous qu'un élément déterminant aurait pu vous faire continuer le cinéma ou le reprendre après 1973 ? Non, jamais. Que pensez-vous de cette remarque de l'acteur Kevin Costner ? Je comprends pourquoi on me paye autant. La moitié, c'est pour mon travail, et l'autre moitié, c'est pour me faire oublier que je n'aurai plus jamais de vie privée. Cette phrase de Costner est unique et tellement vraie, c'est génial. Quel plat aimez-vous cuisiner à vos amis ? Un plat végétarien, bien sûr, avec la zingara, par exemple. Miam, miam. Avez-vous déjà sauvé quelqu'un d'une dépression, voire pire, par vos mots, au téléphone ou dans une conversation tête-à-tête ? Oh oui, ça m'est arrivé assez souvent et j'en suis fière. Quand je lis mon courrier et que je ressens une détresse profonde qui m'est confiée, car on n'a personne d'autre à qui demander de l'aide, je réponds en urgence car je ressens le drame. J'y mets tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma force. Je reste présente pour les jours suivants, je prends des nouvelles. Je suis l'épaule qui console la solitude du désespoir de l'absence.
Qu'est-ce qui surprendrait le plus les gens sur votre mode de vie au quotidien aujourd'hui ? Avez-vous un petit rituel ou une petite manie amusante ? Ah non, je n'ai rien de particulièrement rigolo. Si la République française décidait d'être représentée par un homme et non plus par Marianne, quel homme vivant suggéreriez-vous pour cette incarnation ? Il ne manquerait plus que ça. Une Marianne drag queen. Quel talent auriez-vous aimé avoir ? C'est le pouvoir qui me manque, le pouvoir de répandre un peu de sagesse dans le monde actuel qui en a grand besoin. Vous avez un point commun avec Saint-Augustin et Alain Delon. Vous avez fièrement endossé une vie de désir, de grande liberté sensuelle, avant de célébrer la spiritualité religieuse et notamment la figure de la Vierge Marie. Est-ce que vous considérez ce trajet de l'éros à la transcendance comme les deux faces d'une même pièce ? Je pense que tout concorde et que l'esprit de jouissance de la vie n'est pas incompatible avec la croyance religieuse. Je l'ai toujours eu une grande ferveur pour ma petite Vierge qui m'a beaucoup protégée dans la vie. Si je suis encore là, c'est grâce à elle. Est-ce que vous vous souvenez encore d'un de vos professeurs ou instituteurs qui vous a marqué ? Oui, j'ai un souvenir précis de mes études au cours Atmer où M. Kervel, notre prof de latin, m'avait humilié en m'envoyant avec 2 élèves au fond de la classe en nous traitant de trio de gourdes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, lors de votre carrière au cinéma, dans un train ou dans un avion, de ne pas être reconnu ? Et est-ce que vous en avez profité pour avoir une discussion qui ne soit pas faussée par votre célébrité ? Ah non, on m'a toujours reconnue, mais avec discrétion et gentillesse, ce qui m'a permis un jour où je voyageais seule en avion et terrorisée par le décollage, de m'accrocher au bras de mon voisin, très surpris par cette familiarité, mais qui a compris mon angoisse et m'a gentiment pris la main pour me rassurer. C'était charmant et imprévu. Marilyn Monroe chantait que le meilleur ami d'une femme, c'était un diamant. Quel est pour vous ce meilleur ami ? Un toutou. Si vous pouviez résumer votre vie jusqu'à aujourd'hui en 3 adjectifs, quels seraient-ils ? Espoir, doute et compassion. Quel est l'acteur avec lequel vous avez joué qui a ou avait la plus belle voix, indépendamment de son physique ? Jean-Louis Trintignant. Beaucoup de comédiens ont atteint un plus haut degré de notoriété en incarnant un personnage historique. Pensons à Marion Cotillard pour Piaf, Pierre Ninet pour Saint-Laurent. Vous, si vous pouviez remonter dans le temps, quel est le personnage historique que vous auriez aimé incarner ? Aucun spécialement, j'ai horreur des déguisements. Pourquoi n'avoir pas continué à faire du théâtre comme Mathilde Bisson ? Oh là là. En 1953, j'ai joué l'invitation au château de Jean Anouilh, au théâtre de l'Atelier, ça m'a suffi. Avez-vous déjà parcouru de nombreux kilomètres uniquement pour vous recueillir sur la tombe de quelqu'un que vous admiriez ? Quelqu'un que j'aimais, oui. Merci beaucoup Mathilde Bisson d'avoir incarné les réponses de Brigitte Bardot, et merci beaucoup à vous François Bagnaud pour être venu sur le plateau du Vrai Monde. C'est moi qui vous remercie. Votre livre Inoubliable bébé, qui est sorti il y a quelques jours, et je rappelle que c'est aujourd'hui qu'elle a 90 ans. Oui. Et merci on beaucoup. Souhaite un bon anniversaire. À bientôt. À bientôt. À bientôt.